Bonjour Julie. Allô Magali. C'est un plaisir de te retrouver pour cette deuxième session. Toujours. Sur une thématique bien particulière, n'est-ce pas? Puis qui, je dirais, a une importance croissante aujourd'hui au vu du contexte actuel. Absolument. Qui est en fait comment devenir une entreprise sentinelle du bien-être. Toute une thématique, n'est-ce pas, aujourd'hui à aborder? Ah oui, je pense que on est dans un bon axe aussi là dans le contexte actuel où est-ce qu'on voit que les statistiques sont très alarmantes là, considérant le niveau de stress dans les organisations, tout ce qui se passe dans la société. Donc absolument, c'est un bon sujet. Donc, justement, tu parles de statistiques. J'aimerais te partager justement des données chiffrées que j'ai recueillies. Il faut savoir que plus de 4 millions de personnes ont affirmé avoir ressenti un stress élevé, voire très élevé, en fait, en 2023, d'après les données recueillies par Statistique Canada. C'est 20% de la population active en emploi. C'est vraiment assez notable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument, c'est énorme et pas juste ça, c'est que si on prend le contexte du travail, tu sais, si on prend cette population active là et qu'on transfère ça dans un environnement de travail, ça va avoir des incidences qui sont quand même très importantes parce qu'on sait que lorsque le stress est très élevé, donc on s'en va vers une détresse psychologique. Puis détresse psychologique, quand je parle de ça avec les dirigeants d'entreprise, ils n'aiment pas entendre ce terme-là parce que ils ont l'impression de dire, si on parle de détresse psychologique, c'est comme si les gens sont sur le bord du suicide. Alors que c'est pas ça. C'est important de comprendre que la détresse psychologique, on est vraiment dans l'évacuation du stress à travers des symptômes qui vont devenir physiques et qui va venir affecter la productivité de l'entreprise. Donc, on va vivre, par exemple, l'absentéisme. On va vivre aussi le présentéisme, qui est d'être au travail, d'être payé pour être au travail, mais de ne pas être performant, donc d'être un peu décroché de son travail. On va vivre ça. Puis ensuite de ça, il y a toute la désorganisation dans les équipes qui vont être impactées justement par cette charge de stress-là qui va être au rendez-vous dans le quotidien. Donc, on entend régulièrement les gestionnaires dire ma pile ne descend jamais, je suis pas capable d'arriver au bout de mes semaines. Quand on parle justement des leaders qui sont censés passer du temps avec leurs employés au niveau de la gestion, mais ils n'ont plus le temps de s'occuper des gens parce qu'ils sont dans le faire au lieu d'être dans le être. Donc, il y a quand même des répercussions importantes sur l'organisation là, quand on entend des statistiques aussi importantes que ça. Effectivement. Et puis, tu parlais d'absentéisme. Donc, pour revenir aussi sur une autre donnée intéressante, c'est que aujourd'hui au Canada, chaque semaine, c'est plus de 500 000 travailleurs qui s'absentent pour des problèmes de santé psychologique. Et là, c'est vraiment la Commission de la santé mentale au Canada qui donne ces données-là. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, en fait. C'est comment être dans la prévention, comment mettre des mécanismes en place pour éviter ce type de situation qui est vraiment comme catastrophique, faut dire ce qui est. Absolument. Et également, en fait, aujourd'hui, on est réunis, toi et moi, pour justement pouvoir donner des outils, des stratégies, des conseils ou encore même des moyens de pouvoir y remédier au niveau des organisations. Absolument. Puis quand je t'entends parler de ces statistiques-là, à chaque semaine, 500 000 personnes, moi, je pense qu'on est dans une situation de rareté de main-d'œuvre. Exactement. Et puis que si on pouvait juste être plus bienveillant et de ramener ces gens-là au travail, il y aurait un impact sur les opérations qui serait très important. Donc, même dans le contexte de rareté de main-d'œuvre, on voit que ça a un impact direct, absolument, mais on n'en parle jamais. Non, absolument, c'est vrai. Donc, partant de là, je te dirais que il faut aussi penser que ce qui est intéressant, c'est de se rappeler notamment que le bien-être dans un milieu professionnel va avoir un impact direct sur la rétention, comme tu le dis, mais également sur la productivité et la réputation de l'entreprise. Absolument. Puis justement, sur ce sujet-là, au niveau du recrutement, comment est-ce que ça a un impact, justement, le contexte du mieux-être, du bien-être en entreprise? Donc, le processus de recrutement va forcément influencer le bien-être pour les futurs employés. Dans un premier temps, pourquoi? C'est parce que, effectivement, la première interaction significative se fait où? En entrevue.
Donc, le candidat va connaître la culture d'entreprise, va connaître son milieu de travail, son futur potentiel milieu de travail, et également, en fait, finalement, comment s'organise l'entreprise à travers les employés présents directement sur place. Donc ça va être vraiment incontournable. Ce qui va être aussi intéressant, c'est au niveau du processus de recrutement, on demande effectivement et on requiert, nous, de notre côté, au niveau de Synergy On, c'est toujours d'être transparent, d'être respectueux et inclusif. Donc, transparence, on entend quoi par là? On entend tout simplement de communiquer les informations vraiment essentielles à connaître sur le poste, le rôle, la mission, mais également les attentes de l'employeur envers le futur employé. Ce qui n'est pas toujours bien expliqué au préalable. Oui. Ça, c'est important. Bien sûr, donc dans le respect. Et la troisième chose qui était effectivement le côté inclusif. Pourquoi? Parce qu'on va prôner justement la diversité, l'égalité des chances. On va éliminer les biais inconscients et également garantir en fait l'évaluation, je dirais une évaluation qui est juste et équitable pour tous les candidats. Donc ça, c'est des choses qui te rejoignent au quotidien aussi, du côté de l'organisation et du développement. Mais du côté du recrutement, si on commence par là, bien, on est déjà sur le bon chemin. J'ai une question pour toi, justement, dans le contexte du recrutement. Donc, toutes ces validations-là qui prennent cette place-là pour assurer, dans le fond, que le candidat qui va être recruté entre dans un environnement respectueux, inclusif et tout ça. Est-ce qu'il y a des contextes où est-ce que les entreprises vont justement avoir une idée de leur culture qui n'est pas du tout la réalité quand vient le temps d'intégrer les nouveaux candidats dans le milieu de travail? C'est une bonne question, effectivement, parce que nous, on a le rôle d'intermédiaire, donc on pour le compte de nos partenaires. Donc, ça nécessite nous-mêmes un travail en amont de bien connaître la culture de l'entreprise et pour pouvoir se faire bon messager, en fait, et pouvoir aussi avoir le bon candidat à la bonne place. Donc, on va vraiment, à travers le processus de recrutement, on va mettre l'accent, en fait, directement sur je dirais l'adéquation culturelle et les valeurs de l'entreprise en amont. Pourquoi? Pour avoir justement un meilleur sentiment de confiance quand ils vont entrer en poste en fait, et puis surtout se dire qu'on veut la bonne personne à la bonne place. Donc une fois que la personne est en poste, si elle s'intègre bien au niveau de l'équipe déjà existante, donc en place, on va avoir forcément un retentissement au niveau d'un milieu de travail où le bien-être règne, qui est harmonieux. Et quand il y a une surcharge de travail, même si elle est ponctuelle, l'équipe va être la force de l'entreprise. Donc, ils vont pouvoir collaborer, être soudés et le stress sera beaucoup moindre. Donc, c'est là où on veut vraiment aller en ayant vraiment le bon candidat. Donc, et puis, comme tu dis, ça peut être effectivement au départ, on a une idée précise de quelle est la culture d'entreprise. Et finalement, on arrive et on se rend compte que c'est pas la bonne idée qu'on avait. Et c'est pour ça que la communication transparente, dès le départ, j'y reviens, mais c'est vraiment essentiel. Donc, c'est intéressant au niveau du recrutement parce que on voit quand même que ça prend de plus en plus de place, le bien-être dans le milieu de travail. Puis, quand on a discuté ensemble justement de cette thématique-là, on a vu que c'était large. Oui, le bien-être. Absolument. Donc, c'est pas nécessairement, oui, c'est orienté sur la tâche, par exemple, d'avoir un niveau de stress qui est très bien, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui est favorable pour l'actualisation de soi, le développement des gens à l'intérieur de l'organisation. Est-ce que tu sens, toi, que les employeurs ont une plus grande conscience, justement, du côté humain, parce que ici, on parle de l'humain qui a besoin d'être dans un contexte sécuritaire, rassurant. On revient beaucoup aux besoins psychologiques de l'être humain quand on parle de mieux-être, de bienveillance. Est-ce que tu sens justement que les entreprises commencent à prendre cette position-là, cette posture-là de sentinelle, de vouloir aller au-delà des conditions et de vouloir fournir un environnement qui est plus propice justement à ce que les gens soient bien? Est-ce que tu sens ça dans le marché? Je dirais que c'est un petit peu retranché aussi. Je suis vraiment retranchée dans le sens où il y a effectivement certaines entreprises qui ont pris ça à cœur, donc qui en font vraiment comme leur cheval de bataille. Et ça, c'est bravo parce que c'est pas tous, mais la grande majorité a encore de la peine à y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres enjeux, d'autres objectifs qui font que on a tendance à oublier ce côté humain. Pourtant, c'est l'humain qui participe à la réalisation des objectifs et l'atteinte des objectifs. Mais pourtant, effectivement, c'est un peu parfois oublié parce qu'on le met au second plan alors qu'on devrait le prioriser, le mettre au
premier plan. Donc, partant de là, effectivement, ce que je te dirais, c'est que au-delà de tous ces outils, ce que l'on fait, nous, avec nos recruteurs, c'est qu'on les sensibilise, bien sûr, au bien-être des candidats tout au long du processus pour accompagner les entreprises qui ne sont peut-être pas capables de le mettre elles-mêmes en place au préalable. Pourquoi? Parce que manque de temps, manque de ressources, manque d'énergie pour le faire et puis surtout manque de connaissances parfois. Parce que c'est un aspect tellement, je dirais, vaste, comme tu le soulignais tout à l'heure, que finalement, on a tendance à se dire par où je commence, en fait, par quoi je commence. Et c'est pour ça que des entreprises comme les nôtres, en fait, aidons les organisations à mettre les bons outils à la bonne place pour pouvoir les accompagner dans cette démarche. Alors, ce qui est important aussi, c'est de connaître le rôle de l'employeur. Où est-ce que la responsabilité de l'employeur, de l'entreprise commence et où est-ce qu'il se termine aussi au niveau du bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour promouvoir à l'intérieur de l'organisation un environnement qui est sain, donc sain pour le corps, sain pour l'esprit, au-delà de la tâche. Donc, c'est quand même, ça vient toucher aux racines, à la culture, ça vient toucher aux valeurs aussi d'une organisation. Puis, peut-être que les grandes organisations, c'est plus long à changer cette culture-là que les petites organisations où est-ce que des gestes concrets aussi vont pouvoir être mis en place plus rapidement. Effectivement, c'est un bon état des lieux que tu fais parce que quand il y a une petite structure, c'est beaucoup plus malléable. Donc, on peut plus facilement aller être flexible et puis s'arranger pour ordonner certaines choses ou mettre en place certaines choses. Alors que dans des grosses structures où tout est implanté d'une telle façon, où les gens ont l'habitude de fonctionner d'une telle façon, que finalement, ça devient comme effectivement compliqué d'aller sur un autre modèle, un modèle différent, de le faire rien que de faire adhérer la haute direction, par exemple, à un modèle différent, surtout quand le propriétaire est là et c'est son entreprise depuis tant et tant d'années. C'est des choses puis ça revient après à du management qui doit évoluer en fait au fur et à mesure dans les années qui passent, mais que tout le monde ne suit pas en fait, donc reste assez retranché aussi dans leur propre modèle et ils ne vont pas forcément aller suivre des formations comme vous pouvez vous-même en distribuer, effectivement, et en témoigner. Absolument. En fait, on le voit beaucoup dans les générations, on peut dire le clash des générations, donc des anciennes façons de voir où est-ce qu'on se dit, je comprends pas, les gens ont juste à venir travailler, faire leur travail, sont payés pour faire leur travail, donc qu'est-ce qu'on va devoir fournir comme cadre pour que les gens fassent leur travail? Mais il faut penser que le cadre du travail a évolué énormément depuis des années. Si on regarde juste depuis les 50 dernières années, puis on a quand même pratiquement 6 générations qui se partagent le marché du travail aujourd'hui. Le rôle des femmes, la charge mentale associée aussi aux enfants, les conjoints qui se séparent les tâches, les gardes partagées, qui va venir aussi avoir un impact sur la vie des gens. Donc, de penser que le cadre du travail n'a pas besoin d'évoluer, en fait, c'est que ça nous démontre exactement les statistiques que tu nous as présentées en début d'émission. C'est tout à fait ça. En fait, on vit dans un monde où est-ce que le stress est omniprésent. Et maintenant, ça vient causer un impact sur les organisations. Donc, soit qu'on peut fermer les yeux et dire, c'est un problème qui ne nous appartient pas, ou soit qu'on va se servir de ça comme opportunité. Donc, tu disais pour recruter, la marque employeur, la réputation. C'est ça. C'est super important. La marque employeur, la réputation, c'est vraiment la base de tout parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, avant de changer d'emploi, un individu va s'informer, rechercher, effectuer des recherches plus poussées sur justement quel est le type de gestion mis en pratique par l'organisation, quelle est la culture d'entreprise et surtout en fait je trouve que de plus en plus, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais que les individus vont être beaucoup plus sensibles à des organisations qui vont investir dans le développement des compétences et de la formation. Ça c'est certain. Puis, encore une fois, les statistiques sont très basses. Là. Les gens qui vont investir dans les gens, les entreprises qui vont investir dans les gens, en fait, même juste développer le leadership, c'est 3-5% des entreprises. C'est très, très peu. On met beaucoup l'accent sur le développement de compétences, de connaissances, tout ce qui est technique, mais on donne pas d'outils aux gens pour pouvoir se développer, pour pouvoir prendre conscience de soi, transformer des comportements, être capable d'être plus résilient, être capable de mieux communiquer. En fait, qui sont toutes les compétences du futur. Un autre aspect aussi, c'est qu'on va développer juste les gestionnaires. Donc, on met pas beaucoup
d'accent sur sur les employés, alors que c'est les employés qui font vibrer l'organisation. Absolument. Et oui, les gestionnaires sont très importants dans l'équation, mais les employés, c'est le pain et le beurre. Oui, absolument. Exactement. Donc, si les employés ne sont pas là, si les employés font du présentéisme, si les employés manquent parce que tes statistiques étaient bonnes tantôt, puis je tiens à rajouter aussi que c'est la raison numéro 1 que les gens s'absentent aujourd'hui, c'est rendu le stress. Oui. Effectivement, donc, c'est l'une des principales causes, comme on l'a vu, et puis c'est la charge mentale, en fait, au niveau de la surcharge de travail, mais également, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la conciliation vie, famille, vie au travail, en fait, professionnel, qui en est la principale cause, en fait. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme mesure d'accommodation pour justement faire en sorte qu'on puisse aider nos employés à faire face à cette conciliation-là, que ça soit d'avoir un horaire plus flexible, que ça soit de permettre d'avoir des pauses santé au travail, de pouvoir faire du sport, de promouvoir des saines habitudes alimentaires aussi, parce que l'alimentation a un grand impact sur notre productivité. Puis on le voit, la santé des gestionnaires, je suis en train de travailler une étude justement sur ce lien-là, mais les gestionnaires sont stressés, mangent plus de sucre parce que notre corps a besoin de sucre pour faire face à plus de stress. Donc, dans la quarantaine, les gestionnaires se ramassent avec le début des problèmes de santé parce que le corps commence à vieillir. Donc, c'est des problèmes liés au stress qui fait en sorte d'avoir un impact sur la qualité de vie, puis éventuellement sur la performance de l'organisation. Parce que si on a un gestionnaire qui n'est pas en santé, qui est stressé, qui fait de l'insomnie, qui mange pas bien, qui peut avoir des risques de maladies cardiovasculaires, qui peut s'absenter pendant des longues périodes parce que sa santé ne va pas bien, ben on peut se dire oui, comme employeur, ben c'est pas ma responsabilité. Ou on peut se dire ben transformons notre façon d'accompagner les gens dans l'organisation pour leur donner des programmes d'aide aux entreprises, par exemple, qui sont plus à l'écoute de ce qu'on a besoin de leur donner comme outil pour les amener à transformer eux-mêmes leur environnement, leur milieu de vie, leur contexte de travail, leur charge de travail. Donc, ces gens-là ont besoin d'être outillés. La charge de travail ne va pas disparaître. Mais comment on va justement l'appréhender différemment? Absolument. C'est toute une question de perspective et d'outils. Et soit qu'on a un coffre à outils qui est bien rempli, donc on va pouvoir aller chercher. Ça veut pas dire qu'on élimine le stress, mais ça veut dire que dans des situations où est-ce que je vais vivre du stress, mais je vais aller dans ce coffre-là chercher les outils qui vont m'aider à sortir de cette période de stress pour retrouver l'équilibre. Mais si j'ai pas d'outils, ben je vais rester dans ce creux-là. Exactement. Et là, c'est là qu'on se ramasse avec justement des arrêts de travail ou des absences prolongées qui peuvent durer même très longtemps. Exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à considérer. Il faut changer notre perspective comme employeur, ça c'est certain. C'est indispensable. Absolument. Et puis, tu parlais justement des compétences, on dirait, non techniques. On le met en place, nous, de notre côté, on mène justement des entretiens comportementaux qui vont évaluer justement ces compétences non techniques telles que, comme tu le disais, la communication, la collaboration, la résolution de problèmes. Oui. C'est indispensable de les avoir, en fait, parce que dans le contexte actuel, c'est ça qu'on recherche. Au-delà, effectivement, oui, l'aspect technique, c'est important. Mais ça peut se développer aussi, ça peut s'apprendre. Certaines choses peuvent s'apprendre. Sauf que, comme tu disais, le savoir-être, c'est autre chose. Absolument. C'est plus délicat. Absolument. Puis, on a besoin de sensibiliser les gens du côté du recrutement. Donc, le fait que vous puissiez agir de cette façon-là, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que si on se base seulement sur un CV, sur des compétences, sur des connaissances, on risque vraiment d'être déçu lorsqu'on arrive en milieu de travail. Puis justement, on peut avoir des gens qui ne sont pas du tout flexibles, pas capables d'adhérer au changement, pas capables d'aller rapidement dans une situation. Donc, dans les postes qu'on va chercher, il y a toujours le candidat qu'on va chercher, c'est pas juste des compétences techniques. On cherche des attitudes. Si on cherche quelqu'un dans le service à la clientèle, on va vouloir que cette personne-là ait de fortes compétences relationnelles, par exemple. Donc, c'est pas juste de faire le travail administratif, c'est de dire aussi j'ai besoin de quelqu'un qui se nourrit des gens. Exactement. Pour justement que cette personne-là ne ressente pas le stress lié à la relation avec les gens. Donc, moi, j'ai eu la chance de partager il y a quelques semaines une formation avec quelqu'un justement dans le service à la clientèle et puis qui me disait, moi, je veux pas voir les gens
Moi, je vais être le plus loin possible, le moins souvent répondre au téléphone. Puis cette personne-là est en poste depuis plus d'1 an dans cette organisation-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau du recrutement? Il y a une erreur de casting à un moment donné. Il y a une erreur de casting. Donc, on a pris cette personne-là et on l'a mis sur un siège qui ne lui correspond pas. Et à chaque jour, et chaque fois que quelqu'un rentre, elle est stressée de devoir être dans cet environnement-là qui ne lui convient pas, puis elle n'est pas outillée pour être capable de le décoder ou de le détecter. Donc, comme entreprise, comme employeur, au niveau du recrutement, il y a une grande responsabilité aussi à avoir le bon casting en fonction du bon rôle pour les attentes qu'on souhaite combler, pour s'assurer justement que à la base, la perception du stress, elle est individuelle, elle est personnelle. Effectivement. Donc, si on n'a pas la bonne personne dans le bon siège, c'est sûr qu'on vient augmenter la charge de stress. C'est tout à fait ça. Au même titre qu'on va nommer un employé dans un poste de supervision sans que cette personne-là ait été développée au niveau des compétences de gestion. Absolument. C'est vraiment ça, parce que de travailler et d'être oppressé au quotidien, forcément, ça va avoir des répercussions nuisibles. Oui. Aussi bien pour le candidat ou l'employé en place et que, effectivement, l'employeur. Puis moi, je le dis régulièrement, c'est l'erreur, je pense, la plus classique au Québec. On met nos meilleurs dans des postes de supervision. Nos meilleurs techniques, oui, on les absolument. met dans un poste de supervision en se disant, ben c'est mon meilleur, ça fait 10 ans qu'il est là, donc il va devenir le superviseur. Et là, on passe de compétences techniques à compétences relationnelles. Qui n'est pas forcément quelque chose qui a une chose aisée pour eux. Et donc, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, on augmente le stress. La personne va se sentir bousculée, va se sentir qu'elle est pas bonne. Ça va jouer sur son estime d'elle-même, sur sa confiance en soi. Tout ça parce qu'on n'a pas développé ses compétences avant. On l'a mis dans le poste, puis après ça, on se dit on va la former. Donc, on n'a pas eu de stratégie de formation pour développer cette personne-là. À l'inverse, et voir si effectivement son profil, par exemple, au niveau des tests psychométriques, s'y prêtait ou pas. Donc, de notre côté, on travaille avec Nova toutes les deux, mais les tests de personnalité, ça aide grandement aussi à mettre vraiment ça en préambule. Et je dirais que c'est tellement un pourcentage minime d'entreprises qui l'utilisent au quotidien que c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un bel outil d'accompagnement. Absolument, c'est une clé. Moi, je dis toujours, c'est une clé pour débarrer là, plein de choses au niveau de l'accompagnement, puis de la gestion du stress, parce qu'en fonction des profils psychométriques, en fonction des préférences cognitives, on va savoir aussi si une personne va avoir plus de difficultés à gérer le stress, si cette personne va avoir plus de difficultés à vivre des changements. Donc, justement, si on arrive dans un contexte organisationnel où est-ce qu'on a besoin que ça évite de mettre beaucoup de changements en place, d'avoir des discussions qui sont difficiles, de faire des licenciements, puis que la personne qu'on choisit a un profil qui veut éviter le conflit, qui a difficulté à communiquer, qui est introverti, qui veut pas déplaire, cette personne-là, on lui rend pas du tout service, là. Elle va faire de l'anxiété, de l'insomnie, niveau de stress super élevé, puis on risque de perdre cette personne-là parce qu'on n'a pas fait nos devoirs convenablement. Convenablement, exactement. Alors que c'était vraiment un bel employé qui voulait apporter tout ce qu'il pouvait de positif au sein de l'entreprise. Absolument. Et c'est bien dommage, effectivement. Donc, on voit comment nos choix organisationnels jouent sur le mieux-être. Donc, ce n'est pas seulement le côté de santé ou de stress ou de conciliation, c'est vraiment plus global que ça. Parce qu'on parlait tantôt des attentes qui étaient nommées d'une description de poste, donc on est surpris de voir à quel point cette base-là, même dans des grandes organisations, n'est pas à jour ou n'est pas utilisée. Et toi, comme recruteur, tu dois le vivre. On le vit de façon récurrente, effectivement. En fait, c'est tellement implicite qu'ils en oublient, en fait, le basique. Sauf que il faut se mettre à la place de la personne qui est censée, effectivement, arriver pour ce poste-là. On se met toujours en fait à la place de nos candidats. On se dit à la place du candidat, qu'est-ce que j'aimerais entendre, qu'est-ce que j'aimerais savoir, et ça c'est important. Et je pense que les entreprises oublient actuellement de le faire parce que tout va vite. Donc on fait des focus là où pour nous c'est vraiment ok. On veut une personne comme ci, comme ça, ok. Mais on va pas plus loin que ça. Et c'est bien dommage parce que justement, comme tu disais, après ça fait des erreurs de casting. Absolument. Donc de ce côté-là, nous, ce qu'on a aussi, c'est vraiment, je dirais, on recommande aussi, pourquoi pas, d'impliquer des employés actuels
dans le processus de recrutement pour venir témoigner de leur expérience de travail. Ça va renforcer le sentiment d'appartenance, ça va aussi renforcer l'engagement du futur employé. On a également, en fait, pour nous, c'est vraiment important et on le conseille vraiment à toute organisation qui recruterait, c'est vraiment de mettre en place une rétroaction constructive tout au long du processus de recrutement, même si la décision est négative, parce que c'est l'expérience positive qui doit en découler, la réputation de l'entreprise, bien évidemment, et puis tout ça dans un respect. Donc, de notre côté, on s'assure que le candidat, on a vraiment un échange de A à Z avec lui pour pouvoir justement être toujours dans la bienveillance, dans l'accompagnement et donc dans le bien-être, en fait, finalement. Absolument. C'est important. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, je t'écoute, puis tu sais, je pense aux entreprises qui ont besoin de revenir à la base. Puis je fais le parallèle avec les besoins psychologiques qu'on a au travail. Tu sais, un travailleur a besoin de se sentir en sécurité, a besoin d'avoir des attentes claires, un sentiment d'appartenance, un besoin d'actualisation. Pour monter sur la pyramide de Maslow. Exactement, pour monter sur la pyramide de Maslow. Donc, oui, il faut avoir la structure, mais il faut avoir cette sensibilité-là au niveau de l'humain, la compréhension, la proximité avec les relations pour être capable justement de connecter puis de mettre en place les bonnes bases. Parce que si on fait pas ça, en fait, on est déconnecté de nos gens, puis après ça, on risque de ne pas voir certaines choses puis de ne pas agir à la bonne place. Puis c'est là les entreprises vont dépenser des milliers de dollars sur des activités, par exemple, remboursement de cartes de gym, en disant, ben oui, on est une entreprise pour qui le bien-être est important, on paye des cartes de gym. Mais tout le monde est en burn-out dans l'entreprise, tu sais. Non, c'est complètement, comme tu dis, déconnecté de la réalité. C'est complètement déconnecté. Donc, effectivement, que d'être une sentinelle du bien-être, c'est beaucoup plus large que de mettre de l'argent sur des activités bien-être. Ça part de la culture. Ça part vraiment de l'intention aussi de qu'est-ce qu'on souhaite pour nos employés. Et ça doit être quasiment, moi je dirais, observé et analysé d'un point de vue stratégique. Ah oui, absolument. Vraiment. Pas juste tactique, pas juste au niveau des actions, mais vraiment dans la vision d'ensemble de l'organisation. Puis à partir de là, on peut voir comment ça vient s'imbriquer et d'avoir des gens à l'intérieur de l'organisation qui sont cohérents aussi avec cette vision-là. Puis je donnais de la formation tantôt, puis je nommais Elon Musk qui a mis tout le monde dehors, qui voulait pas travailler des 14 heures, des 6 jours, tu sais, des trucs comme ça. On peut pas penser que cette personne-là a le bien-être des employés à cœur lorsqu'on exige des choses comme ça au niveau du personnel. Donc, c'est là que la vision stratégique rentre en ligne de compte et la marque employeur. Et d'autant plus, effectivement. Exactement. Tout est lié. Donc, il faut le voir vraiment d'un point de vue qui est global, à mon sens. Oui. Et puis, toujours, c'est intéressant. Donc, le recrutement, c'est vraiment la base. Mais après, effectivement, une fois que la personne est intégrée, il faut fournir les outils nécessaires, le soutien, les ressources, je veux dire, appropriées pour pouvoir bien démarrer et puis garantir surtout, je dirais, dès leur arrivée, une bonne intégration, la bonifier et puis assurer un succès sur le long terme. Parce que finalement, c'est tout ce que je pense que toute entreprise veut au final. Donc, et ça, c'est vrai que je veux dire, après, c'est sûr que tout ce que tu disais s'ensuit au niveau de l'accompagnement au quotidien, de l'écoute aussi, l'écoute active. Ça, c'est un des éléments fondamentaux. Ça passe par, effectivement, les gestionnaires de proximité en général. Mais si le gestionnaire est déjà lui-même vit un mal-être dans son poste, comment il peut être à l'écoute des autres, justement, mots qui peuvent se présenter à lui. Donc, c'est toute une réaction en chaîne et il faut se prévaloir au plus tôt et avoir certainement, tu me diras, peut-être une intervention pour prévenir l'épuisement professionnel. Toi, de ton côté, justement, Julie, est-ce que tu recommanderais de mettre en place des indicateurs de bien-être et si oui, lesquels? En fait, les indicateurs de bien-être, absolument, si ça fait partie des objectifs qu'on souhaite atteindre comme entreprise puis qu'on souhaite se démarquer de cette façon-là. Oui, absolument, il y a des indicateurs de bien-être qu'on peut évaluer et pour ça, il faut venir sonder. Donc, les sondages organisationnels qu'on peut venir faire au niveau des employés, puis évaluer certains points comme l'indice du bonheur. Donc, est-ce que les gens sont bien? Est-ce que les gens sont sous pression? Donc, on peut venir sonder. Parce qu'on peut penser que les gens sont bien,
Puis moi, j'aime ça dire aux gestionnaires, enlevez vos lunettes roses, là, les dirigeants, parce qu'ils disent, ça va bien, tout le monde va bien, mais attends un petit peu, là, on va aller sonder. Et là, on va voir, on va utiliser certains logiciels comme Office Vibe, qui va nous donner, OK, ta culture, ton indice actuellement du bien-être dans ton organisation, on est vert, on est feu vert, ça va bien. Là, c'est en train de devenir jaune-orange, là, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis c'est là qu'on devrait intervenir, faire des choses. Puis après ça, c'est rouge, là, ça va pas bien. Généralement, ça va être lié avec des arrêts de travail, des départs, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ça, c'est le fun, ces outils-là, de pouvoir venir puis sonder, mais qu'est-ce qu'on fait avec après? C'est ça, concrètement. Concrètement. Qu'est-ce qu'on applique en suivant et qu'est-ce qu'on met en place? Donc, si on vient juste sonder puis qu'on ne fait rien, en fait, les employés, ça va faire l'effet inverse. On va perdre la crédibilité. Puis les gens vont dire, ça sert à rien de remplir le sondage. Puis ça va faire un effet inverse de démotivation au lieu d'être un effet de motivation. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire quand je parle de formation. Puis nous, on a voulu justement aborder ça. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle dans nos formations. On parle beaucoup, c'est très intéressant. Absolument, parce que c'est les compétences du futur, on l'a dit. On veut outiller les gens, justement être capable de faire face à différentes situations. Puis on a développé un programme d'aide aux entreprises qui est justement orienté sur le santé bien-être. Donc, pourquoi? On dit pourquoi amener ça? En fait, c'est que on veut de la performance. Et pour avoir de la performance, par exemple, savoir gérer son stress, pour moi, c'est aussi important que les techniques de communication. Absolument. Et il y a des techniques qui existent pour apprendre à gérer son stress, qui va faire en sorte qu'on va être des meilleurs collègues, des meilleurs patrons, des meilleurs gestionnaires, parce qu'on va pas être en train d'être bousculé ou bousculer les gens parce qu'on est sous pression. Donc, ces techniques de gestion de stress-là, elles s'appliquent dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. À tout niveau. Mais quand je parlais du coffre à outils tantôt, gérer son stress, il y en a qui sont pas capables du tout. Tu sais, je suis sûre, je te dis ça, puis tu penses à des personnes autour de toi, que dès que ces personnes-là sont mises sous pression, elles vont devenir passives-agressives, elles vont prendre des décisions sur le coup de l'impulsivité, vont dire des choses méchantes. Puis ça a un impact sur plein de gens dans l'organisation. Puis là, ce qu'on entend souvent, comme ça, quand elle est stressée, laisse-la faire. Non. Un gros non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là est en état d'alerte élevé au niveau de l'échelle du stress et elle a besoin d'être outillée. Donc, soit que j'use ma personne jusqu'au bout de la corde puis que je finis par perdre ma ressource. Et puis, je fais au risque de faire partir d'autres aussi qui ne peuvent plus travailler dans cette ambiance. Absolument. Ou je remplis le coffre à outils de mes gens. Effectivement. Et ça revient à quelle posture que je veux comme employeur, quel impact que je veux avoir dans la vie de mes gens, de mes ressources. Est-ce que je veux de la performance? Est-ce que je veux que le moral des troupes soit positif? Est-ce que je veux avoir de la synergie? Pour ça, les gens doivent être bien. Absolument. On peut pas faire d'innovation, on peut pas avoir d'esprit de créativité si notre tête est bourrée de charges mentales, de négatifs, de problèmes et tout ça. Donc, il faut vraiment aborder ça pour que nos gens puissent être dans un espace justement pour aider l'organisation à grandir. Donc, c'est pas juste la croissance de l'entreprise. C'est les gens qui vont permettre la croissance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais de mes gens? Mais oui, absolument. Et tu dirais que, justement, en formant, en accompagnant les entreprises, les organisations, est-ce que tu vois qu'il y a quand même une ouverture qui se fait à cet effet de plus en plus? De plus en plus, on le voit. Maintenant, il y a toujours une réalité qui s'installe, qui sont les budgets. Donc, déjà, la formation, les gens sentent que c'est une dépense, que ce n'est pas un investissement. Des fois vu comme inutile, alors que c'est fort utile. Puis ce que j'entends beaucoup, c'est je vais développer mes gens, puis après ça, ils vont s'en aller. Parce que, justement, ils vont avoir plus d'opportunités. Mais imaginez de ne pas les développer. Tu sais, l'impact est encore plus grand parce que tu gardes des gens à ton emploi qui vont avoir des impacts sur les autres. C'est collatéral. Donc, on a une responsabilité comme employeur de développer nos gens. Donc ça, cette mentalité-là, elle doit changer. Puis après ça, maintenant, de se dire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil, comme formation, justement, pour aider au niveau de la santé bien-être. Et c'est pour ça que nous, on a développé des formations autoportantes, donc accessibles, pas dispendieuses. Donc, notre but, c'est vraiment de construire cette boîte à outils-là pour que les gens aient accès, tout le monde, à ça. Et notre programme de base commence à 30 $ par mois. Donc, c'est moins cher qu'aller au gym. Et on donne un coffre à outils. C'est génial. Mais oui, avec justement des formations qui vont te donner des fiches de travail,
des outils, des trucs, des conseils. À mettre en pratique au quotidien pour te sentir mieux. Puis aussi de l'éducation. Oui, aussi. Donc, on donne cette base-là d'éducation pour que les gens comprennent. Donc, c'est pas juste de dire, Magali va respirer, t'es stressée. Non. Je vais t'expliquer que la respiration va libérer les hormones du stress lorsque ton diaphragme est contracté et que ça va te procurer de la relaxation. Donc, peut-être que si je fais juste te dire de respirer, tu le feras pas parce que tu comprends pas qu'est-ce qui se passe au niveau biochimique dans ton corps. Mais que si je t'explique toute la réaction que ça va causer, ben, tu vas dire, ben, je vais le faire. C'est sûr. Tu comprends? Fait que la notion de formation, d'éducation est importante. Puis, quand on joue à ça avec, moi, je dis jouer parce que les entreprises, c'est ludique. Quand on s'en va donner de la formation en santé bien-être, les gens apprennent ça comme ça fait du bien, tu sais, c'est quelque chose de positif, hein, bien évidemment. C'est positif et tout ça. Puis les gens partent de là, puis tu sais, j'entends 6 mois plus tard, des gens me disent, Julie, ce que je me souviens le plus de notre formation, c'est d'apprendre à respirer. Ah, donc c'est des réflexes après qui restent en plus. C'est des réflexes qui vont rester parce que justement, on oublie de respirer, on est stressé, tout se contracte, puis là on respire plus, puis là on reste stressé. Mais quand on apprend les techniques de respiration, hein, c'est gratuit, les techniques de respiration. Tout le monde a des poumons, on peut respirer. C'est accessible partout. J'ai pas besoin d'aller quelque part pour respirer. Mais si j'applique ça, ça fait une grande différence au niveau de la consommation d'énergie dans la journée. Puis ça permet justement de finir sa journée moins stressée, d'arriver à la maison, d'avoir une charge moins grande. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur toute la qualité de vie. Directement. Directement, puis ça coûte rien. Oui. Donc, quand les entreprises disent, ben j'ai pas les budgets pour ça, il y a pas nécessairement des gros budgets à mettre pour donner des outils aux employés pour qu'ils puissent essayer d'intégrer des choses puis améliorer aussi leur qualité de vie. Puis ça démontre justement que l'entreprise veut accompagner, veut donner des outils, veut les apporter, leur apporter sur un plateau d'une certaine façon, à moindre coût en plus, et puis juste pour du positif en bout de ligne. Donc c'est génial. Oui, puis tu sais, moi j'appelle toujours un peu comme il y a eu une époque là, on faisait de la reconnaissance, on donne des cartes cadeaux, mais tu sais c'est facile. Mais oui. C'est un peu ça aussi la passe de gym. Je vais rembourser ton membership au gym. Pour moi, c'est la facilité en fait, mais facilité mal ciblée. En fait, c'est juste un crochet sur la liste. Comme donner la montre pour 20 ans de service, tu sais. On le voit aujourd'hui, les gens, ils préfèrent aller souper avec le dirigeant d'entreprise pour souligner son 20 ans parce que ce qu'on cherche, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance, c'est la connexion entre les gens. On perd de vue que socialement, l'humain est une créature sociale qui travaille pour son besoin de socialisation, d'actualisation. Repartons à la base. Donc, on a essayé avec les années de faire des petits crochets sur la boîte en se disant, ben, je suis un employeur bienveillant parce que je fais ci ou je fais ça. Mais c'est pas juste de faire. C'est dans la culture. Et qu'est-ce qui est culturel? C'est intangible. C'est 90% non visible. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour travailler cette culture d'employeur sentinelle, mais je crois fondamentalement que c'est la voie du futur. Ça, c'est certain. On est en plein dedans. Et puis, je pense qu'avec notre échange d'aujourd'hui, ça apporte pas mal d'éléments. C'est sûr qu'il y a encore d'autres choses à creuser. Et puis, on est prêts, toi et moi, on est prêtes à pouvoir justement accompagner au mieux les organisations qui en auraient besoin. En tout cas, je pense qu'on a encore plein de sujets passionnants à venir. Absolument. Et puis, je te dirais que d'appliquer ces quelques notions qu'on vient de donner aujourd'hui feront certainement progresser grandement les organisations. C'est tout ce qu'on souhaite. Absolument. Merci encore pour cet échange, Julie. Merci. C'est un plaisir. Merci, Magali. À nouveau. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine session. À très bientôt. Merci.